Comment maintenant on sait déterminer si un point est outlying dans l'espace RP? Soit xi, une observation dans l'espace P dimensionnel, et x bar, le vecteur moyen du nuage des points. Comment on sait maintenant calculer la distance entre une observation et le centre standardisé par la dispersion? La distance entre le centre, donc entre le point en rouge et l'observation en vert, est donnée intuitivement par la ligne en vert, donc par la ligne qui relie les deux points. Si on prend maintenant une autre observation, donc l'observation marquée en bleu, la ligne en bleu donne la distance entre le vecteur moyen, donc le point en rouge, et le point l'observation en bleu. Si on se demande quel de ces deux points est le plus proche de la centre, de la moyenne, on dirait intuitivement que c'est le point en vert. Pourtant, il y a deux problèmes avec cette conclusion. Le premier problème, c'est que les données ne sont pas représentées dans un espace euclidien. Ce que je veux dire avec ça, c'est que les unités des variables ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc, le choix de l'unité pourrait déterminer lequel des points est le plus proche. Le deuxième problème est qu'il y a une direction préférée à cause de la corrélation. Par conséquent, les distances euclidiennes, donc les lignes qu'on a dessinées, sont plus longues dans cette direction-là, car c'est l'axe principal, donc les données sont plus dispersées dans cette direction. La distance naturelle dans l'espace RP, c'est la distance euclidienne, c'est la distance qui est représentée par la ligne entre les deux points. Donc on avait l'observation X et une observation Y, deux vecteurs de dimension P. La distance euclidienne est donnée par la formule là. Donc c'est la racine de la somme des distances carrées. Ou si on met la formule en vecteur, c'est la racine du vecteur x moins y transposé multiplié avec le vecteur x moins y. Mais donc, ce calcul suppose que les écarts xi moins yi sont comparables, donc qu'ils ont la même unité, ce qui n'est pas toujours le cas, et aussi que chaque dimension agit indépendamment des autres, donc qu'il n'y a pas de corrélation entre les différentes variables, ce qui n'est pas nécessairement vrai non plus. Donc, pour résoudre ce problème, on utilisera la distance de Mahalanobis. Cette distance de Mahalanobis tient compte de la variance et de la covariance des données. Donc, il est défini comme la distance euclidienne, mais entre le produit des vecteurs, on met encore l'inverse de la matrice variance-covariance. Cette inverse de S va standardiser les distances d'une manière qu'ils deviennent comparables. Si on recalcule les distances pour le point bleu et le point vert, on a une distance Mahalanobis pour l'observation vert de 1,38 et pour l'observation bleue de 1,13. Donc, en distance euclidienne, le vert était clairement plus proche du moyen, mais en distance Mahalanobis, c'est le bleu qui est le plus proche. En vue des problèmes mentionnés avec la distance euclidienne, c'est la distance de Mahalanobis qu'on va utiliser pour rechercher, pour examiner s'il y a des données atypiques. Donc, comment trouver les observations atypiques? Sous l'hypothèse de normalité en deux dimensions, nous sachons que 95% des observations ont une distance de Mahalanobis au carré inférieure ou égale à 5,99. Donc, en une dimension, on prenait le z-score et on le comparait avec 2 ou moins 2. Ici, en deux dimensions, on prend la distance Mahalanobis au carré et on le compare avec 5,99. De même manière, nous sachons que 99% des observations ont une distance de Mahalanobis au carré inférieure à 9,21. Si la dimension est 3, les valeurs à comparer sont 7,81 pour une zone de référence 95% et 11,3 pour une zone de référence de 99%. Et en général, s'il y a P dimensions, on va comparer avec les quantiles
d'une distribution chi carré avec p degrés de liberté. Regardons maintenant les données iris pour les deux mesures sur les pétales. Donc, on a la longueur du pétale et la largeur du pétale et on met le nuage des points. On ajoute la zone de référence à 95% à gauche et on voit qu'il y a quelques points qui tombent à l'extérieur de zone de tolérance de zone de référence. On pourrait aussi calculer la distance de Mahalanobis au carré. Ça donne la graphique à droite, ce qui nous indique les mêmes points, les mêmes observations qui ne sont pas contenues dans l'ellipse en bleu. Si maintenant on va examiner la totalité des bases données iris, donc on prend les longueurs et les largeurs des pétales et des sépales, on ne sait plus faire un nuage de points. Donc on ne sait pas faire le nuage de points car maintenant on travaille en 4 dimensions. Donc ce n'est pas possible de trouver les valeurs atypiques de cette manière, mais on pourrait encore faire la plot diagnostique basée sur les distances de Mahalanobis pour trouver les données, les observations qui sont atypiques en 4 dimensions. Donc, on calcule toutes les distances Mahalanobis pour toutes les observations et on compare ces valeurs, ces distances avec la 95 percentile de la distribution chi carré avec 4 degrés de liberté. En faisant ça, nous trouvons 6 points qui pourraient être atypiques et qu'on devrait donc examiner plus en détail. Illustrons maintenant le paradoxe de Rao en 2 dimensions. Le paradoxe de Rao nous dit que certains individus peuvent être suspects sur une dimension et pas en dimension P, ou réciproquement. Donc, c'est possible qu'un individu est suspect semble d'être atypique dans une dimension, mais pas quand on regarde la totalité de P dimensions ou l'inverse. Il n'est pas atypique pour chaque dimension en soi, mais le total, l'individu en P dimensions semble d'être atypique. Prenons le nuage de points qui compare la longueur de pétale avec la largeur de pétale. Donc le point rouge est le vecteur de moyen et en bleu, on a indiqué l'intervalle de référence pour la longueur des pétales. En vert, on ajoute aussi l'intervalle de référence à 95% pour la largeur des pétales. Et en rouge, c'est la zone de référence, la zone de tolérance à 95% pour les deux variables au même moment, donc en 2 dimensions. Si on prend ce point ici, le vert, cette observation est clairement pas atypique dans la dimension petal length, il n'est pas atypique dans la dimension petal width et il n'est pas atypique dans la totalité. Par contre, si on prend l'autre point vert, donc celui à droite, cette observation n'est pas atypique pour le petal width, il est dans l'intervalle de référence, en vert, mais il tombe à l'extérieur de l'intervalle de référence pour la longueur des pétales. Donc il est atypique dans la première variable, il n'est pas atypique dans la deuxième variable et il est aussi atypique pour la combinaison des variables 1 et 2 car il ne tombe pas dans l'ellipse rouge qui est la zone de référence, la zone de tolérance. Si on regarde le point en rouge à gauche, cette observation est atypique en 2 dimensions, mais il n'est pas atypique pour la première dimension ni pour la deuxième dimension si on les regarde séparément. Et pour l'autre point rouge, c'est l'inverse. Il n'est pas atypique pour la combinaison x1 et x2. Il n'est pas atypique en 2 dimensions car il tombe à l'intérieur de l'ellipse. Mais il est atypique pour x1 et il est atypique pour x2 si on les regarde séparément. Donc, ces observations illustrent qu'on pourrait ou on ne pourrait pas obtenir la même conclusion si on regarde les choses d'une manière bivariée ou on regarde les variables d'une manière univariée dans chaque direction. Les différences en conclusion seront causées parce qu'on
on ne tient pas la corrélation entre les deux variables en compte si on regarde les deux variables séparément. Aussi, les risques de détection ne sont pas équivalents entre le cas multivarié et utilisant deux fois un cas univarié. Donc, clairement, P comparaison univariée ne correspondent pas à une comparaison P variée. Supposons qu'on travaille dans tous les cas avec un risque de 5% et que les données suivent une loi normale. En P dimensions, une observation aura un risque d'être injustement détectée comme atypique de 5%. Donc, il y a un risque de 5% qu'une observation qui est typique sera classée comme atypique. Et donc, elle sera cataloguée non atypique, donc typique, avec une probabilité de 95%. Par ailleurs, pour chacune de ces composants, il y a aussi un risque de 5% d'être injustement détecté comme atypique. Donc ça implique qu'à chaque test, la composante correspondante a une probabilité de 95% de ne pas être détectée. Donc, dans le cas où on fait plusieurs comparaisons univariées, pour être globalement non suspecte, il devrait donc passer chacun des tests univariés. Si on fait avec deux tests, deux composantes, la chance d'être non atypique est 95% pour la première test, fois 95% pour la deuxième test, ou bien ça nous donne 90,25%. Ce qui est bien sûr moins que 95%. Avec trois composantes, ça diminue jusqu'à 80% et ça continue à diminuer rapidement avec une augmentation des dimensions. Donc faire des comparaisons univariées est plus strict que faire une comparaison P variée. Retournons maintenant à l'exemple. Avec deux composantes, on a vu que la chance d'être non atypique est devenue 90,25%. Géométriquement, ça veut dire que la surface de l'ellipse qui se trouve entre les deux intervalles de référence est 90% de la surface totale de l'ellipse. Pour maintenant être sûr qu'on a une probabilité de 95% en multivarié, on pourrait changer les zones de référence pour les tests univariés. Donc, au lieu de prendre la ligne verte et la ligne bleue, on pourrait prendre la tangente de l'ellipse. En faisant ça, on donc augmente les intervalles dans chaque des dimensions univariées. Mais vu que les intervalles univariés sont devenus plus larges, ils contiennent encore au moins 95% des données pour chaque variable univariée.